Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Notre invité, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Jérôme, bonjour Alexis Corbière. Vous faites partie des députés qui ont présenté devant le Conseil constitutionnel le projet de budget 2018. Vous en espériez la censure. Le Conseil constitutionnel a dit hier que ce budget, selon lui, correspondait à la Constitution et donc il l'a validé. Un peu de déception ce matin de ne pas avoir été suivi. Oui, parce qu'il y avait de quoi considérer qu'il y avait une rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Notamment, certains vont payer une taxe d'habitation, d'autres non. On n'a toujours pas compris pourquoi. J'observe d'ailleurs que même tout en donnant un accord, en validant ce budget, il y a quand même des recommandations du Conseil constitutionnel comme quoi il allait à un problème. Mais après, voilà, bon, il est un peu piquant d'observer que c'est la fin de l'ISF et beaucoup de membres de ce Conseil constitutionnel, je pense à messieurs Fabius, Jospin et autres, dans une autre ville, l'avaient défendu. Bon, bref, allez, on s'attendait, voilà, c'était sur le papier, ça pouvait être retoqué. Le Conseil constitutionnel, je trouve, manque peu d'audace. On va en rester là. Sur le fond, c'est un budget injuste. Voilà, que les Français, du moins, je donne mon opinion comme parlementaire qui est voté contre. Je trouve que c'est un budget qui acte ce que je vais considérer dans une facilité de langage des cadeaux en direction d'une minorité d'ultra-riches. On estime ça à près de 9 milliards d'argent qui jusque-là partaient dans l'impôt, qui vont retourner vers une minorité. Et puis à l'inverse, c'est un budget, moi ça m'avait choqué, qui va acter des choses comme la baisse des APL pour les plus modestes, l'augmentation de la CSG, qui va surtout toucher des retraités par exemple, etc. Je ne suis pas d'accord avec ce budget injuste. Je suis un partageux. Je pense que l'impôt républicain est un magnifique outil pour partager les richesses et pas pour augmenter les inégalités. Pas d'accord politiquement, et donc vous pensiez que juridiquement il pouvait être attaqué. Le Conseil a rendu son avis ou sa décision. Juste rapidement, puisque vous plaidez pour une 6e République, le Conseil constitutionnel, il disparaîtrait s'il y avait de nouvelles institutions, ou c'est bien qu'au-dessus du suffrage universel, quelqu'un veille au respect des grands principes? Non, mais qu'il y ait un respect de la Constitution dans une instance indépendante, je veux bien. Je trouve par contre que souvent ce Conseil constitutionnel rend des avis qui sont parfois un peu politiquement discutables. Moi, par exemple... Politiquement discutable. Ouais, par exemple, je vais le dire clairement, la validation de l'élection de Monsieur Valls et les recommandations qui ont été données. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est une décision politique. Voilà. Vous pensez que le Conseil devait annuler et il n'a pas fait? Je trouve qu'il y avait de quoi. Et pour protéger l'ancien Premier ministre. Quand on lit les comptes rendus qui sont faits comme quoi, il est clair, il est reconnu par le Conseil constitutionnel qu'il y a eu des signatures plus que discutables et des votes discutables. C'est quand même ce qu'il y a d'écrit. Ça s'est joué à 130 voix près. Mais les signatures discutables, c'était sur 60 signatures, je crois. Voilà. Et sur donc, une élection, ça se joue à 130 voix près. Et au moins, le Conseil constitutionnel reconnaît que sur 60 signatures, il y en a qui sont discutables. Il y a quand même un petit problème. Et vous accuseriez le Conseil d'avoir fait de la politique? Je connais le système, j'accuse personne. Enfin, du moins, je considère qu'il y a là une décision où je crois que selon que nous soyons puissants ou misérables, les décisions de cour vous rendront blanc ou noir, dit l'adage. Je crois que là, il y a eu le fait que ce soit M. Valls, ancien Premier ministre, personnage politique. Je ne crois pas que par rapport à un autre candidat, si ça s'était joué à si peu de choses, la décision eût été la même. Une fois que j'ai dit ça, le Conseil constitutionnel est une instance, voilà, elle dit ce qu'elle a à dire. Il est plutôt bon parfois qu'il y ait un regard de contrôle indépendant sur le respect de la Constitution. Mais moi, je suis pour une 6e République. La 5e République, pour moi, c'est une République inachevée. 6e République avec Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris. Non, avec d'abord Assemblée constituante et discussion de... Et d'abord, attendez, parce que ça, c'est peanuts. D'abord, plus de pouvoir au Parlement, moins de pouvoir présidentiel, abat la monarchie présidentielle. Franchement, le problème n'est pas le Conseil constitutionnel. C'est le débat de la semaine. Faut-il davantage contrôler les chômeurs? Une note du Canard enchaîné qu'on attribue, on ne sait plus trop à qui, semble suggérer que le gouvernement en a le projet. Voilà. Alors, je connais les pièges du débat sémantique. Que personne ne pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Et il y a des contrôles, évidemment. C'est normal. Et c'est un système d'ailleurs qui a été durci lors du gouvernement précédent de M. Hollande, lorsque M. Rebsamen était ministre du Travail. Donc d'ores et déjà, le dispositif existe. D'ores et déjà, des contrôles ont eu lieu. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces contrôles? Qu'en vérité, sur la grande masse des chômeurs, il n'y a pas de problème. D'accord? Certains ont été sanctionnés, 20% de leur indemnité chômage ont été vus à la baisse. Ok. Là, ce qui est proposé, c'est de durcir encore ça. Pourquoi? Alors, moi, ce qui m'agace dans ce débat, c'est est-ce que des gens croient de bonne foi ou veulent faire passer l'idée que quelque part, le chômage extrêmement élevé en France serait dû au fait qu'il y aurait des gens foutres qui seraient là-dedans et qu'il faudrait un petit peu motiver à coups de pied au derrière en leur proposant de leur baisser les indemnités, voire même en les radiant. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Le problème du chômage de masse n'est pas dû au fait qu'il y aurait ici ou là des comportements, peu vertueux de la part de chômeurs. Et puis surtout, si on veut s'intéresser à la fraude, eh bien, moi, je propose une vraie fraude qui nous coûte cher,
à combattre, c'est la fraude et l'évasion fiscale. Elle, c'est 60 à 80 milliards d'euros que ça coûte chaque année. La fraude, éventuellement, là, au chômage, c'est 0,2% de ce que représente la fraude et l'évasion fiscale. Et ce qui m'agace, je termine mon raisonnement, c'est que pour contrôler les chômeurs, ce gouvernement va multiplier par 5 le nombre de contrôleurs. D'accord. Par contre, quand il s'agit de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, on a supprimé ces 10 derniers. Ben oui, on va passer de 200 à 1000 contrôleurs, hein, c'est ça, qui est dans les tuyaux. Par contre, pour ce qui est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, je rappelle juste pour information qu'on a supprimé 35 000 agents des impôts ces 10 dernières années. Mais le gouvernement n'a pas dit qu'il ne lutterait pas contre l'évasion fiscale, Alexis. Oui, non, mais ça, pour dire des formulations comme quoi il va s'en prendre. Mais je ne vois pas à l'heure actuelle de dispositif sérieux qui vise à remettre en cause, à faire vraiment reculer la fraude et l'évasion fiscale. Oui, il prévoit, M. Darmanin a dit qu'à la rentrée, etc. Et attendez, qu'on comprenne bien, 60 à 80 milliards d'euros. C'est-à-dire que le problème dans cette discussion-là, c'est que bien souvent les Français, et je les comprends très bien, perdent la notion d'échelle. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a des fraudeurs. Oui, peut-être qu'ici ou là, il y a un chômeur qui trafique, etc. Mais le chômage de masse n'est pas dû à ça. Il y a un emploi pour 12 chômeurs. Mais c'est pas la justification. La justification, c'est pas de dire le chômage de masse est dû. Ça sert à quoi? Une fois qu'on va découvrir qu'il y a 35 000 pauvres bougs qui ont été dernièrement sanctionnés, et plutôt que de leur supprimer 20% de leurs indemnités chômage, on va leur supprimer 50%, qu'est-ce qu'on aura réglé? En tout cas, et je rappelle en plus, attendez, qu'ils ont cotisé. C'est pas un truc, c'est bien souvent le salarié, quand on n'a jamais bossé, on n'a pas droit à des indemnités chômage. Et un chômeur sur 2 n'a pas d'indemnité. Non, mais par contre, on doit rétablir ça. Non, on retiendra, Alexis Corbière, que vous êtes contre un durcissement du contrôle, puisque le contrôle existe déjà. Et donc, il existe déjà, vous avez dit nettement et c'est pas le problème. Et surtout, je suis choqué que c'est pas d'une station de ski que Monsieur le Président va annoncer qu'on va s'en prendre aux plus modestes. Pardon, je suis trop long. Non, vous n'êtes pas trop long, mais on va s'interrompre. Mais ça me choque, parce que je veux dire, c'est dur d'être chômeur. Voilà. Et c'est dur la culpabilisation permanente de la part de gens qui sont des privilégiés de dire bougez-vous un peu, ils se bougent. C'est dur, c'est une sanction le chômage. Et vous venez de faire référence donc à le ski, parce que Emmanuel Macron est en vacances, je lui souhaite de bonnes vacances, de Bigorre, et donc il a pris quelques minutes pour s'exprimer sur cette question. Se termine même aujourd'hui ces vacances, si j'ai bien compris. Vous avez bien informé Jean-Michel Apathy. J'ai entendu ça à la télévision ou à la radio. D'autres questions pour Alexis Corbière qui n'est pas en vacances, qui est avec nous sur France Info ce matin, juste après l'info. Le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Je voulais, la réponse, j'en suis sûr, sera brève, évoquer avec vous les cas de rupture conventionnelle collective qui se préparent dans les entreprises. PSA, Pinky, on parle aussi des inrecuptibles. C'est une disposition contenue dans les ordonnances que le gouvernement vient de prendre, et les entreprises s'en saisissent pour modifier l'état de leur personnel. Enfin, je cherche le mot, mais en tout cas pour éviter de faire des plans sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Et évidemment, vous avez combattu les ordonnances. J'imagine que cette disposition ne vous plaît pas. Bon, mais j'ai envie de dire bienvenue dans l'an 1 de la Macronie, c'est ça. On est passé de l'été où peut-être pour des gens on ne voyait pas très bien ce que ça voulait dire concrètement ces ordonnances. On nous a dit ça va créer de l'emploi, boum badaboum, ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Évidemment des facilités pour des grandes entreprises qui font des bénéfices. On ne parle pas de la TPE, PME du coin en difficulté. PSA oui, Pinky, je pense pas par exemple. Attendez, c'est la famille Mullier. Je ne vais pas aller voir la fortune personnelle de Monsieur Mullier et sa situation. Enfin, quoi qu'il en soit, là encore, il faut rétablir. On pouvait licencier dans ce pays. On n'était pas en Corée du Nord, comme parfois avec une certaine bovinité, on me le dit. On pouvait, il y avait des PSE, c'était encadré, il fallait que l'inspection du travail soit d'accord, il fallait vérifier l'état de l'entreprise, il fallait une exigence de formation, etc. Bon, désormais, c'est une facilité pour les entreprises où ça mettrait en place. On va licencier des gens. Moi, ce qui me choque, il faut l'accord des syndicats voilà, dans l'entreprise, et l'administration également est appelé à se prononcer. Oui, on va voir, parce que moi j'invite les syndicats de ces entreprises, les amis, résister, parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser un mot un peu barbare. Ça risque de cannibaliser des emplois qui existaient dans la boîte. Jusque-là, vous dites des gens qui étaient en CD, en contrat à durée indéterminée. Et ils peuvent être licenciés et demain réembauchés par la boîte pour certains en CDI. Alors, on risque d'avoir sur le carreau des salariés de plus de 50 ans, etc., qui eux vont être dégagés. On va réembaucher des gens sous des statuts différents, ce qui actuellement n'était pas possible. Bref, précarisation des salariés. Les amis, résistez à ça. J'invite les organisations syndicales à dire non. Et vous voyez bien, surtout pour être concret, que ce dispositif ne crée pas de l'emploi, mais facilite les licenciements. Rien de bon pour les Français. Donc réunion à partir de début janvier, les 8 et le 9 dans les entreprises concernées. Et effet d'aubaine pour certains grands groupes, effectivement, qui reversent à leurs actionnaires des bénéfices confortables. C'est 76 millions dont a bénéficié PSA de crédit d'impôt, soi-disant pour créer des emplois. On voit le résultat. En un de la Macronie, avez-vous dit, Emmanuel Macron, qui continue de séduire beaucoup de gens de manière parfois un peu inattendue. On écoute Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, et qui était à votre place hier matin. Aïe.
Il a un mode de fonctionnement différent des autres, ça c'est évident. Ça discute cash, assez cash, etc. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après, chacun prend ses responsabilités. Et ça nous a rappelé ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon fin novembre dans la cour de l'Élysée. C'est le 4e que je vois ici. Alors, il y a un certain effet de surprise qui s'est amorti. Alors, du coup, il y a peut-être davantage le plaisir de la conversation avec quelqu'un qui a bien des défauts, ça vous le savez, mais qui a au moins la qualité de ne pas fuir le débat. On peut s'opposer politiquement à quelqu'un, mais quand ce quelqu'un séduit visiblement tant de monde, l'opposition n'est pas facile. Oui, alors que M. Macron est un homme intelligent. Voilà, bon, il a l'esprit agile. Quand on discute avec lui, il a la conversation agréable. Bon, on a le droit de le dire tout en étant après, dans le rôle qui est le mien, un opposant politique. Je veux dire, M. Apathy, on a des désaccords tous les deux. Parfois, vous m'agacez sur certaines choses, mais quand je vous vois, on peut discuter et je peux reconnaître en vous un homme qui a une épaisseur intellectuelle, une rigueur. Après, on s'engueule. Ne dites pas trop de bien. Ça va je retire ce que je dis. Ça va me oui, on va me le reprocher. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas là, comment dirais-je, une acceptation des politiques. Mais surtout, il y a une passion parfois. Enfin, moi, je suis le premier à mettre de la passion dans le débat. Mais Monsieur Macron, on va dire quoi? À la différence de François Hollande précédemment, il va à l'essentiel bien souvent, même s'il biaise aussi. Ce qu'il y avait d'insupportable précédemment, que les Français ont lourdement sanctionné, c'est le côté je dis quelque chose et je fais l'inverse. Voilà, le propre du hollandisme, c'était ce côté je t'embrouille en permanence. Bon, ça c'est insupportable. Ça a été dégagé profondément lors de l'élection. Macron, après, il est brutal dans sa politique, mais il dit des choses, bon, même si parfois, j'observe qu'il avait dit qu'à la fin de l'année, il faudrait qu'il n'y ait plus personne qui dorme à la rue, parce qu'on me sort notamment le sujet qu'on a abordé, il avait dit qu'il sanctionnerait ou qu'il contrôlerait les chômeurs, donc il respecte sa parole présidentielle ou ses promesses. J'observe qu'il a dit d'autres choses et il serait bon qu'il les mette en application, celle-là, le fait que plus personne ne dort à la rue. Et j'ai cru comprendre. 27 juillet à Orléans, il a dit 27 juillet, il plus avait personne ne dormira dans la rue ou dans les bois. Voilà, j'observe qu'en venant chez vous, moi, pour ce qui est de Paris et dans beaucoup d'autres villes comme ça, beaucoup de gens et même de plus en plus dorment à la rue. Bon, bref. Voilà, une fois qu'on a dit ça, que les choses soient claires, pas de psychologisation. Moi, j'ai pas de problème personnel. Vous avez du mal à vous opposer quand même à Emmanuel Macron ? Vous avez du mal à trouver, on a l'impression que c'est pas facile sans doute, que peut-être vous finissez l'année dans une situation, je parle de votre mouvement, la France Insoumise, dans une situation qui est un peu compliquée. On entend moins Jean-Luc Mélenchon. Pardon ? On entend moins Jean-Luc Mélenchon. Je ne vous dirai pas qu'il nous manque, mais on l'entend moins. Mais si, j'ai senti ça dans votre propos. Non, mais attendez, nous, on est en pleine forme, dans le sens où on est un mouvement naissant. Il y a 1 an et demi qui n'existait pas. Le 10 février 2016, Jean-Luc Mélenchon avait proposé sa candidature. On a lancé la France Insoumise. Regardez, 1 an et demi plus tard, on a un groupe parlementaire, on a fait, presque 20% des voix, 7 millions de voix. Enfin, je veux dire, on est l'événement politique avec La République En Marche qui sommes là. Ça, c'était au printemps, Alexis Corbière. Attendez, et sortons de la culture du zapping où ce qui se passe au printemps est un événement politique actuel. Nous sommes une force. On a appelé à manifester au mois de septembre. Beaucoup de gens sont venus. Après, je pense qu'il aurait dû avoir de la part, notamment du mouvement syndical, une unité plus forte, une pédagogie plus importante. Nous, on a fait le job plus importante pour que les Français se mobilisent. Vous êtes allés vers eux, ils ne sont pas venus vers vous. Mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je me mets à la place d'un salarié qui en a ras-le-bol parfois des journées d'action convenues et qui n'a pas envie de perdre une journée de salaire quand il a l'impression que ça ne va pas. Voilà, il y a plein de choses qui peut-être ont été mal faites. Moi, j'ai le sentiment que nous, on a fait le job dans le rôle qui est le mien. Moi, c'est l'honneur qui m'a été fait. J'ai été élu au Parlement. On se bat comme des beaux diables. Je suis satisfait de voir d'ailleurs que notre groupe, dans son ensemble, est le plus actif, le plus présent. 2000 amendements proposés. Enfin, je veux dire, on passe des heures. Moi, j'ai fait presque 700 interventions à l'Assemblée nationale et je suis pas celui qui en a fait le plus. On a fait le job. Vous avez des visages magnifiques d'Adrien Quatennens que vous avez invité, Hugo Bernalicis, Mathilde Panot, mes copains, jeunes députés à 27 ans qui font du bon boulot, ont fait le job. Et puis laissez se diffuser tout ça et vous allez voir, il y aura une rentrée. De toute manière, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que fait M. Macron, qui est dans la continuité du gouvernement précédent, sera sanctionné comme M. Sarkozy et Hollande a été sanctionné. Les Français ne veulent pas de cette politique injuste. Certains jugent avec sévérité la manière dont vous vous opposez à Emmanuel Macron. Ça ne vous surprendra pas. Ils ont le droit, vous inquiétez pas. Tout le monde a le droit, évidemment. On écoute François Hollande, c'était sur RTL il y a 15 jours. Il va bien. C'est installé dans le rôle de convocation de manifestations qui ont été autant d'échecs que d'objectifs qui avaient été, de manière présomptueuse, annoncés. Il devait y avoir 1 500 000 personnes sur les Champs-Élysées. Vous les avez vus, vous ? Ce que dit François... Il parlait de Jean-Luc Mélenchon. Il parlait de Jean-Luc Mélenchon, oui, je ne l'ai peut-être pas bien annoncé, mais ce que dit François Hollande, c'est en faire trop, c'est un problème si ensuite ça ne suit pas derrière. Parce qu'il a tort. C'est un clown. Voilà. C'est pas sérieux. Quand on était président de la République, là, ça,
Ça, franchement, je vais vous dire, la réussite de François Hollande ces derniers temps, c'est l'obtention du prix de l'humour 2017. Voilà. Quand on a été président de la République, sanctionné comme il a été, dans l'incapacité de revenir seulement se présenter devant les électeurs, d'avoir explosé son propre parti, n'avoir aucun regard critique sur ce qu'elle a fait. Cet homme, je veux dire, il est dans une autosatisfaction permanente. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient pour dire quoi? Pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, critiquer la France insoumise, dire « Ah, il a appelé à une manifestation, il n'y avait pas assez de monde ». Mais est-ce que M. Hollande a déjà manifesté dans sa vie? Combien de fois? Pour faire quoi? Pour s'opposer à quoi? Au bout d'un moment, moi, pardon de le prendre comme ça, avec une certaine, une forme de colère quand même. Je trouve qu'en plus, il ridiculise la fonction de président de la République, y compris en revenant comme ça, en ayant l'impression qu'il va avoir un rôle, en étant comme ça le donneur de bons points. Qu'est-ce que vous lui dites? Taisez-vous? Mais rien, je veux dire, à la limite... Taisez-vous, il a le droit de parler, c'est pas le sujet, mais il trouve que c'est digne quand on a été président de la Ve République, aujourd'hui, quand on se prétendait du beau mot de socialisme, parce que c'est un mot qui vient de loin et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? 1 million de chômeurs supplémentaires. Je veux dire, il n'a même pas été, je le répète, en capacité de venir devant les électeurs pour défendre son bilan. C'était qui le candidat de François Hollande à la dernière élection présidentielle? En vérité, c'était Emmanuel Macron. Voilà. Mais bon, franchement, c'est dommage, hein. Des gens disaient la vieillesse est un naufrage. J'observe que, mais il n'est pas encore vieux, mais on en est déjà là. Allez, je suis méchant. D'autres questions à vous poser, Alexis Corbière. Vous êtes notre invité ce matin. Juste après l'info, il est 8h50. Agathe Maoui. Un nouvel élan, voilà ce que doivent apporter, selon Bruno Le Maire, les mesures du budget 2018, validées hier soir par le Conseil constitutionnel. Une loi de finances qui prévoit notamment... Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. La prochaine échéance électorale est lointaine, il s'agit des élections européennes, juin 2019, tout ça évidemment paraîtra très loin à ceux qui nous écoutent. Est-ce que ce sera un problème pour vous? On voit que par exemple au Front National, Marine Le Pen dit... Je suis élu député, je ne mènerai pas la liste du Front National aux élections européennes, ce qui est une première pour le Front National, mais c'est déjà acté comme ça. Est-ce que c'est un schéma qui peut se produire aussi chez vous? Jean-Luc Mélenchon, venant d'être élu député des Bouches-du-Rhône en juin, ne sera pas disponible pour mener ce combat, qui est un combat important? Vous prenez le débat vraiment par le petit bout de la lorgnette. Oui, c'est pas le sujet. Non, mais franchement, c'est une question. Qui va être candidat tête de liste? A priori, je pense pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui sera le tête de liste. Il est parlementaire à l'Assemblée nationale, il fait bien le boulot. Ce sont des listes nationales. Voilà, c'est des listes nationales. On a des belles personnalités qui peuvent très bien faire le boulot. Je pense que ce soit Manu Bompard, Charlotte Girard et d'autres de nos jeunes talents qui sont apparus durant la campagne. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça vous paraît compliqué parce qu'il vient d'être élu député. Non, mais d'ailleurs, la question c'est sur quelle orientation? Nous allons être une liste qui va se faire entendre comme étant clairement une liste qui n'accepte plus les traités actuels, qui est prêt à aller jusqu'à des ruptures avec ces traités-là, qui ne pense pas que ce soit dans le cadre de toute une série de traités adoptés, bien souvent au forceps contre l'avis des peuples, qu'on pourra changer les choses. C'est ça qu'on va faire entendre. Clairement, ça va être une orientation politique qui va, à mon avis, résonner avec l'aspiration de beaucoup de Français qui en ont ras-le-bol de cette Europe qui dresse les peuples les uns contre les autres, qui crée du dumping entre les pays, qui amène ces délocalisations qui coûtent si cher, etc. C'est ça le fond du sujet. Une fois qu'on a dit ça... Je suis un indépendantiste français, oui, a dit Jean-Luc Mélenchon aux Échos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que défendre l'indépendance de la France, c'est-à-dire le fait qu'elle ne soit pas soumise éventuellement à des traités de libre-échange par rapport à d'autres pays, qu'elle ne soit pas sur une ligne d'un point de vue géopolitique atlantiste comme on dit, c'est-à-dire bien souvent soumise à la volonté des intérêts américains. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est la souveraineté, c'est une autre façon. Mais vous êtes des souverainistes? Je suis pour la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Si on dit la France insoumise est souverainiste, c'est juste? Alors comme le mot, il est chargé, qu'il a parfois une autre signification, comme tous ces mots valises qui veulent rien dire, populiste, machin, ou quand on parle de l'extrême droite, on utilise le mot de populiste. Mais je suis profondément pour la souveraineté nationale. Quand on est républicain, et moi je suis profondément attaché à ça, je suis pour la République sociale. Ce qui fait la grandeur de la France, c'est que son acte de naissance, la France républicaine, c'est dans une révolution, une mobilisation populaire où on a défendu la souveraineté nationale contre le pouvoir duel du monarque. Et encore aujourd'hui, l'idée que c'est le peuple qui doit décider. Ça veut dire que ça, la souveraineté, c'est le peuple. C'est-à-dire que quand le peuple prend une décision, à un moment donné, ça n'est pas une instance supranationale qui va lui dire « rabaissez-la ». Quand, par exemple, le peuple grec, à un moment donné, avait dit « voilà, nous ne voulons pas subir les effets de la dette », il est scandaleux que l'Union européenne ait écrasé son peuple et exigé que M. Tsipras, finalement, fasse autre chose. Et c'est pareil pour la France. Ce qu'on veut dire, c'est que si nous arrivons en responsabilité, nous défendrons les intérêts du peuple français qui, en plus...
les intérêts du peuple français ont une dimension internationaliste, parce que veut le peuple français en réalité? C'est une fois de plus le partage des richesses, la défense de l'écologie, etc. Pardon? Vous êtes pour le Frexit? Ça, c'est des mots, là encore, qui sont des mots... C'est des mots qui nous aident à comprendre. Non, mais parce que vous ne pouvez pas tous les réfuter, les mots. Non, ce que c'est une manière de ne pas répondre de l'Union européenne. Voilà. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a un rapport de force à créer au niveau européen qui est clair. Nous sommes la deuxième grande économie de l'Union européenne. Quand la France parle, ça a pour conséquence qu'en vérité, que les choses soient claires, je vais le dire dans une formule ramassée, il n'y a pas d'Union européenne sans la France en vérité. Il n'y a même pas d'euro sans la France. Donc si nous disons, voilà, il y a des choses que nous n'acceptons plus et que nous disons avec fermeté, ça fera bouger les choses. Donc là, ma position d'un point de vue tactique n'est pas de dire on se barre et ciao, bonsoir. C'est plutôt de créer des rapports de force nouveaux pour de nouveaux traités. Mais en disant, voilà, rupture avec ce traité, soit l'Europe on la change, soit éventuellement on la quitte. Mais d'abord on va essayer de la changer. Et on trouvera des partenaires européens pour dire quoi? Il y en a marre de cette concurrence entre les peuples. Il y en a marre du fait, une fois de plus, qu'on explose nos économies, qu'on affaiblit nos agricultures et que d'un point de vue écologique on soit moins 10 ans, etc., etc. Vous verrez, ça fera un effet. La France, c'est un pays qui a une dimension, quand il parle, beaucoup de gens la regardent et disent ils ont raison les Français. Juin 2019 pour les élections européennes, on en a parlé par le petit bout de la lorgnette. Non, mais et ce que je veux dire, c'est pas la question de qui... Alexis Corbière, vous avez interpellé récemment les éditions Gallimard qui s'apprêtent à imprimer une nouvelle édition des œuvres de Céline, en l'occurrence ces pamphlets antisémites. Pour quelle raison? Que je sois clair, quand je m'exprime là-dessus, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion de la France insoumise, et je conçois très bien que sur des débats, là on parle littérature, édition, qu'on puisse avoir des approches différentes. Moi, je ne suis pas favorable à ce que je parle de quelques textes antisémite de Céline, violemment antisémite, de manière délirante, même si l'antisémitisme est toujours condamné, mais là, il y a eu une succession d'insultes, c'est pas parce qu'il y a des points d'exclamation et des points de suspension qu'on va tomber d'admiration dans des textes dégueulasses. Je ne souhaite pas qu'il soit réédité. Céline lui-même, et la veuve de Céline ne souhaitait pas que ces textes soient réédités. Aujourd'hui, ces textes, par ailleurs, je n'appelle pas à la censure, ils sont trouvables, il suffit d'aller sur n'importe quel site de vente en ligne, on peut les trouver. Sur Internet, très facilement. Voilà, mais il y a une certaine confidentialité dans laquelle ils sont, qui fait que, bon, très bien, si on veut les lire pour toute une série de raisons, mais les rééditer, moi, je ne souhaite pas à ce que ça se diffuse plus largement. Voilà, et je dis aux éditions Gallimard, à ce stade, avant qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue, vous avez une responsabilité, vous êtes une grande maison d'édition, ne faites pas ça. Quel intérêt y a-t-il, au nom prétendument d'un génie littéraire d'un homme, de publier des textes qui sont dégueulasses et qui, en plus, de mon point de vue, s'ils sont publiés demain, vont nous affaiblir quand nous mènerons le combat contre l'antisémitisme d'autres personnages plus contemporains. Vous pensez que ça peut aujourd'hui diffuser plus largement les idées antisémites en France? Premièrement, ça participe à la diffusion d'idées antisémites plus largement en France, mais surtout, si vous faites ça, comment voulez-vous demain que quelqu'un qui va écrire un texte antisémite, comment vous allez le condamner? Le type va dire, mais attendez, vous permettez que Céline soit publiée, et moi vous me condamnez? Alors on va dire, oui, mais lui il a du génie littéraire. Mais qui va juger que vous avez du génie littéraire? Voilà. Qui c'est qui... c'est le prof qui parle là, Alexis Corbière? C'est à la fois le prof, moi comme prof d'histoire et de français, je suis prof en lycée professionnel, on peut faire lire du Céline. Le Voyage au bout de la nuit est une œuvre qui doit être lue, même si dans les années 30, il y a aussi d'autres bouquins qui sont parfois un peu oubliés. Louis Guillou, Le sang noir, est un magnifique roman des années 30, salué par tout le monde, Malraux. Pardon? Écrivain communiste, Louis Guillou? Proche, mais c'est pas le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'ayons pas l'impression que Céline est le seul auteur des années 30. Voilà. Message transmis aux éditions Gallimard. Mais c'est des textes dégueulasses, de salopards antisémites. Céline, pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrivait dans des journaux en appelant au meurtre contre les Juifs. Franchement, réhabiliter ces textes-là, les diffuser plus largement, je ne suis pas d'accord. Merci à vous, Alexis Corbière. Bonne année à tous. Je suis le dernier de 2017. Absolument, vous êtes le dernier de 2017. Mais vous reviendrez en 2018. Excellente fin d'année à tous. Excellente journée également.